Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Malaguti Dune X 125 de 2021. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui une première pour moi, vu qu'il s'agit pour moi de la toute première fois que j'ai une moto de la marque Malaguti. Et bien sûr ce test est possible car j'ai un de mes abonnés qui n'a pas hésité à faire énormément de routes pour me la rapporter jusqu'ici sur mon lieu de tournage. Merci encore à lui. Donc premièrement, vous devez être assez nombreux à ne pas connaître la marque Malaguti. Ça vous évoque peut-être vaguement quelque chose, mais pas plus. Donc il s'agit d'une marque italienne à la base, mais il faut savoir que cette marque a fait plus ou moins faillite il y a quelques années, et depuis ça a été racheté par le groupe KSR. Alors c'est un groupe autrichien, et ce groupe détient aussi la marque par exemple Brixton, que j'ai déjà pu tester. Donc on se doute que maintenant ça n'a plus grand chose d'italien et ça a beaucoup plus de rapport avec nos amis de la Chine. Donc je ne pourrais pas vous dire exactement où cette machine est construite, ni quelle partie est italienne, quelle partie est chinoise. J'avoue que c'est très flou sur la communication sur ce genre de moto. Mais bon, gardez en tête qu'il y a de grandes chances que la plupart des pièces soient made in China. Donc déjà, esthétiquement, vous voyez qu'on est sur un trail. Et un trail 125, c'est une catégorie qui devient assez rare finalement, vu que toutes les marques japonaises ont complètement déserté ce segment. Donc comme je vous l'ai dit, il s'agit de la Malaguti Dune X. Et si vous suivez un peu les productions moto européennes en 125, celle-ci doit vous rappeler la Derby Terra, qui est finalement quasiment la même moto. Il semblerait qu'il y ait très peu de différence entre ces machines. Au niveau de la motorisation, cette machine est équipée d'un moteur 125 bien sûr, un moteur de chez Piaggio, mais qui est made in China. C'est un moteur à refroidissement liquide, monocylindre, qui est capable de délivrer le maximum autorisé dans la catégorie, soit 15 chevaux ou 11 kW. Tout dépend de l'unité de mesure que vous préférez. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, il s'agit de la Malaguti Dune X, à ne pas confondre avec la Dune, qui est globalement la même machine, mais avec quelques différences esthétiques et techniques. La grosse différence technique entre les deux, c'est que cette Dune X est équipée d'une roue avant en 21 pouces et elle a une esthétique légèrement différente, alors que la Dune, elle, a une roue à l'avant en 18 ou 19 pouces. J'avoue que je me souviens plus. Sinon, le modèle que je vous présente aujourd'hui est d'origine. Il y a juste un accessoire qui a été rajouté, c'est le top case. Donc il y a bien sûr le support afin de le tenir. Mis à part ça, tout est d'origine sur cette moto. La première excellente surprise lorsqu'on prend les commandes de cette machine, c'est simplement que bien que ce soit un trail, eh bien elle est relativement basse. Si on regarde la moto de côté, on voit que la selle est très creusée, ça ressemble un peu à la selle d'un roadster en fait, c'est très bas, et donc même pour quelqu'un comme moi qui ne mesure que 1,70 m, eh bien j'arrive quasiment à mettre les deux pieds à plat. Donc ça c'est très rassurant, c'est vraiment génial. La position de conduite est typée trail, donc on est parfaitement droit. J'ai les repose-pieds qui sont en position neutre, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Forcément, vu que la selle est un peu basse, j'ai les jambes un petit peu pliées. Les bras, eux, sont parfaitement dans le prolongement de mes épaules. On a un bon bras de levier. La machine n'est pas trop lourde, vu qu'elle est donnée pour 136 kg tout plein fait. Donc franchement, c'est très facile à prendre en main, c'est instinctif. Là, vous voyez que je peux mettre un pied à plat et l'autre quasi à plat. Donc franchement, on est vraiment bien. Et même au niveau de la prise d'info, vous voyez que je peux quasiment me retourner sans lâcher le guidon. On est tout de suite à l'aise sur cette machine.
En plus, si besoin, on a bien sûr des rétroviseurs. Alors ceux-ci ne sont pas pris sur le carénage, ils sont pris directement sur le guidon. On voit plutôt bien, ils sont suffisamment hauts, j'ai pas trop mes bras dans les miroirs. Par contre, ça m'oblige bien sûr à tourner la tête pour vérifier ce qu'il y a derrière moi. Bon, vous pouvez l'entendre, hein. Cette machine nécessite à être quand même assez haut dans les tours, même lorsqu'on roule à vitesse légale. Sur ce modèle, on a encore l'échappement d'origine, il est du côté droit, il s'intègre pas trop mal avec le look de la machine, et la sonorité est relativement feutrée lorsqu'on roule à faible régime. Le problème, c'est que vous allez voir, c'est assez compliqué de rester à faible régime avec cette machine. Allez, là j'accélère un petit peu. Et je dirais qu'en roulant normalement, je passe mes vitesses vers 7-8 000, pas avant. Car ce moteur, c'est un moteur finalement que j'ai déjà pu tester à plusieurs reprises. Il équipe beaucoup de machines européennes. Je l'avais testé par exemple sur la Crieroo Century. Et il faut absolument le cravacher pour avoir un peu de patate. Là par exemple, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu, enfin non, j'accélère à fond. Je suis obligé de monter presque à 11 000 tours. Ça vibre pas mal. Et je remonte à 80-90. Mais vous avez vu, hein, le seul moyen de faire ça, c'est de monter vraiment super haut dans les tours. Bon, c'est une boîte 6, donc une fois qu'on est stabilisé à 80-90, on peut coller en 6e afin de redescendre un peu et abaisser le régime. Mais sur les accélérations, il faut vraiment le monter au max. On n'a pas le choix. Bon, vous voyez que sur cette Dunix, devant, on a une petite bulle. Pour l'instant, elle semble relativement efficace. Ce sera à confirmer tout à l'heure lorsqu'on ira plus vite. Et elle est parfaitement transparente, elle n'est pas fumée. Donc ça ne me gêne pas sur la prise d'information. Maintenant, j'arrive sur le passage que je prends habituellement à basse vitesse. Je fais la même chose, donc là je suis à 25. Vraiment aucune difficulté avec cette machine. Ça se manœuvre tout seul. Elle est équipée de pneus en 21 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. À l'avant, c'est du 90 et à l'arrière, c'est un pneu en 130. Vous voyez d'ailleurs que actuellement, ce ne sont pas les pneus d'origine, ce sont des pneus un petit peu plus typés tout-terrain. Bon les amis, vous reconnaissez les lieux, on est là pour tester les performances de cette machine. Et vous savez, fréquemment, ici, lorsque je veux tester les 125, même lorsqu'elles ont 15 chevaux, c'est compliqué d'arriver jusqu'à 100 km/h sur l'espace que j'ai ici. Donc je vais essayer de monter jusqu'à 100 km/h, je vais faire de mon mieux. Je rappelle que donc elle est donnée pour 15 chevaux, 136 kg, plus mes grosses fesses dessus. Il n'y a pas d'ABS sur ce modèle, on a un CBS. Et il n'y a bien sûr aucune aide électronique. Allez, c'est parti, let's go. Voyons ce que ça donne. Faut pas que j'hésite à accélérer fort. Let's go. Quand je vous le dis, ça s'écroule totalement, il n'y a pas de couple à bas régime. Je passe mes rapports un peu plus de 10 000. J'arrive à 60, 70, 80. Je vais être obligé de ralentir. Malheureusement, impossible sur cette première tentative de monter à 100 km/h. On va essayer de réitérer ça dans l'autre sens. Bon, je m'arrête ici et on va bien sûr vérifier l'angle de braquage. Donc c'est un trail, ça devrait braquer pas trop mal. Je maintiens un peu de gaz parce que sinon il y a tellement peu de couple que je risquerais de caler. Bon, je finis pile sur l'autre fil. C'est
pas réellement mauvais, mais je connais des 125 qui braquent beaucoup mieux que ça. Après, elles n'ont pas forcément le même gabarit, il faut l'avouer. Bon alors là, je me suis reculé pour prendre toute la place disponible. Donc je vais maintenant réessayer de monter au maximum possible. Et ensuite, on va tester le freinage. Allez, let's go! J'arrive à 70, 80, 85, 90 et je dois ralentir. Alors frein arrière il freine quasiment rien. Heureusement le frein avant est là. Donc, comme je vous l'ai dit, normalement il y a un CBS sur cette machine, c'est un freinage combiné. Et le propriétaire me disait que un des problèmes assez récurrents sur ce modèle, c'est justement que le CBS est parfois un peu défaillant. Et je pense que là, bah, ça mériterait une petite révision. Parce que lorsque je freine à basse vitesse avec le frein arrière, ça freine quand même. Hein. Vous voyez que si je veux m'arrêter, c'est possible. Mais alors à plus haute vitesse, le frein arrière ne sert quasiment plus à rien. Bon, en termes de performance, hein, le résultat ne m'étonne pas vraiment. Vu que c'est un moteur très creux à bas régime, que la moto a une grosse prise au vent et que moi je suis lourd, difficile de monter à 100 km/h dans ces conditions. Prise d'info, aucun problème, je réaccélère fort. On va juste essayer de suivre les autres. Et vous voyez que pour suivre le rythme des véhicules, devant moi, il faut absolument de nouveau que je monte jusqu'à la zone rouge. Bon, tout à l'heure, j'avais pas trop de vent sur moi, peut-être que le sens du vent était avec moi. Maintenant, là, je dirais que la bulle ne sert quasiment à rien, car je vais essayer de me mettre debout. Et que je sois debout ou assis, il n'y a quasiment pas de différence. La bulle est assez peu protectrice. Bon, concernant les commodos, c'est relativement simple. On a bien sûr sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon. On a aussi un bouton pour les feux de détresse. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit. Et c'est tout. Le compteur, lui, est divisé en deux parties. On a tout d'abord une aiguille, un compteur analogique. C'est le compte tour. Derrière lui, quelques voyants de base. Et sur la droite, un compteur numérique à cristaux liquides monochrome qui vous indique bien sûr votre vitesse. Il y a votre réserve de carburant, l'odomètre, le rapport engagé et le trip. Et il y a une horloge aussi. Donc c'est relativement sommaire. Mais en même temps, est-ce qu'on a réellement besoin de plus? On aurait juste apprécié avoir la conso instantanée et moyenne. Me voilà de nouveau en agglomération et vous voyez que pour maintenir un petit 50 km/h, le plus souvent je suis en quatrième à environ 5000 tours. Ça fait que comme ça, il y a assez peu de bruit. Par contre, si j'essaie de relancer à moins de 5000 tours, waouh, le moteur il a tellement aucune performance, il a pas de couple, il a rien du tout. Et on va me dire ouais mais c'est une 125, évidemment que ça a pas de couple à bas régime, espèce de trou du cul. J'ai souvent ce genre de commentaires, vous l'aurez compris. Oui, mais là je compare même avec les autres 125. La plupart des 125 que j'ai pu tester, surtout celles qui développent 15 chevaux, ont bien plus de patates à mi-régime. Là, c'est vraiment un des moteurs les plus creux que j'ai pu tester. Donc quand c'est sur une moto typée un peu sport, ça peut être marrant, parce que ça nous oblige à être tout le temps dans les tours et de se prendre un peu pour un pilote. Là, sur cette moto qui a plus vocation utilitaire et tout terrain, manquer de couple, c'est pas forcément la meilleure chose. Allez, on change de rue. Alors quand je change d'angle avec ces pneus, j'ai un peu une sensation de flou dans la direction. Ça c'est, je dirais, un sentiment assez typique aux pneus typés
tout terrain. Bah, ici j'essaie de maintenir ma vitesse, hein, mais je suis obligé de redescendre dans les rapports, sinon je perds tout de suite. Là je repasse la 2. Et voilà, je suis obligé de maintenir à 10 000 tours pour reprendre un petit peu de vitesse. Je le redis, ce moteur manque clairement de couple à bas et mi-régime. Maintenant j'arrive sur un Dodane, je redescends à 30 km/h. Alors les suspensions sont un petit peu fermes. À l'avant on a une fourche classique qui n'est pas réglable. Et à l'arrière un amortisseur en position centrale, c'est un mono-amortisseur. Il a l'air d'être réglable uniquement en précharge. Alors moi je suis assez lourd. Et pour l'instant ça réagit pas trop mal. Là je vais prendre ce Dodane un petit peu plus vite, je suis à 40. Ouais, on sent que c'est typé un peu tout terrain. Ça encaisse quand même les chocs sans trop de difficultés. Après, est-ce que c'est hyper agréable, super confort? Je ne dirais pas ça non plus. Heureusement la selle, elle, est relativement confortable. Allez, j'arrive maintenant dans une succession de virages. On va essayer d'osser un peu le rythme. La sonorité moteur échappement est vraiment pas terrible, hein. J'entends des vibrations, des trucs qui semblent un peu, comment dire, parfois inquiétants. On n'est pas habitué à entendre ce genre de sonorité. Là vous voyez, quand je réaccélère à 7-8 000 tours, ça vibrote, c'est bizarre. Je suis pas un grand fan de la sonorité. Bon, sinon en termes dynamiques, vous voyez que ça s'utilise sans difficulté. Mais je pense vraiment qu'elle serait encore bien plus fun sur route dans sa version dune normale, avec la roue à l'avant plus petite. Là, cette version X est globalement à privilégier si vous voulez faire un peu de chemin. Bon, un point qui est quand même toujours appréciable sur ce type de machine, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à comprendre pourquoi les marques les plus populaires ont déserté ce secteur, c'est qu'on a vraiment une position de conduite et une facilité à prendre les infos autour de nous. C'est rassurant, on se sent bien sur une moto de ce genre. Mais après, bon, niveau performance, c'est pas ouf, hein. Et d'ailleurs, un des inconvénients de ce moteur qui demande à être très souvent cravaché au maximum, c'est que ça a forcément un impact sur la consommation. Le constructeur annonce une consommation à 3 litres au 100 et le propriétaire, lui, me dit que ça consomme même un peu plus que ça. C'est entre 3 et 3 litres 5 au 100. Donc pour une 125, ça fait beaucoup quand même. Bon les amis, j'arrive maintenant dans la partie périlleuse en 125, l'autoroute. Donc je vais essayer de maximiser les perfs afin de m'engager. Bon, je vais laisser passer ce poids lourd, sinon ça va être compliqué. J'arrive à 80. Je profite de l'aspiration pour prendre un peu de vitesse. 95. Je maintiens à 100 km/h, mais là c'est parce que j'ai l'aspi, hein, sinon j'y arriverai pas. Là je maintiens la 5e pour garder un peu de patate. Je vais essayer de mettre la 6. Malheureusement, avec ce poids lourd qui double un autre poids lourd, moi je peux pas prendre le risque de me mettre sur la voie vitesse, hein, ce serait vraiment dangereux. J'arrive à maintenir à 95 compteurs derrière ce poids lourd sans difficulté, mais de nouveau c'est l'aspiration qui m'aide. De toute façon,
Même l'affiche constructeur indique une vitesse max ne dépassant pas les 100 km/h. Donc en réalité, on peut peut-être monter à 105, 110 compteur, mais rarement plus. Bon, me voilà sorti de l'enfer autoroutier. Vraiment, je déconseille quiconque de rester longtemps sur ce type de route avec ce genre de moto. C'est vraiment pas agréable. Enfin, maintenant concernant l'éclairage, vous voyez que c'est relativement classique, hein. On a bien sûr à l'avant un feu avec un phare halogène si je me trompe pas, des clignotants LED et le phare arrière est à LED également. C'est avec un design relativement banal, dirons-nous. Allez, là, faut pas que j'hésite à accélérer parce que sinon en dessous des 5000 tours on a deux doigts de caler, hein. Ça c'est vraiment le truc à pas oublier avec ce moteur. Vous voyez, là j'étais à 5000 tours, je relâche un peu l'embrayage et tout de suite on sent que le moteur s'écroule. Allez, essayons d'atteindre ce 90. Vous l'aurez compris, hein, en cravachant vraiment la mécanique, hein, on arrive la plupart du temps à remonter au maximum autorisé tant qu'on est bien sûr hors autoroute. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que de cravacher le moteur à fond, hein. Enfin, je pense qu'au niveau dynamique, on a fait le tour, hein, de cette Dune X. Vous aurez compris que c'est efficace, mais ça nécessite vraiment d'être cravaché à haut régime en permanence, et ça c'est malheureusement comme sur toutes les machines équipées de ce moteur. Ensuite, au niveau des aspects pratiques, si on retire la selle, vous pouvez voir qu'il y a un petit rangement, c'est pas gigantesque mais il y a quand même ça. Vous pouvez bien sûr envisager de rouler avec un passager. La selle est suffisamment large, d'origine il y a des poignées de maintien, et si vous mettez un top case comme aujourd'hui, ça fera office de dossier, donc ça c'est faisable. Après par contre, est-ce que le moteur aura suffisamment de couple pour rouler avec deux personnes? Là c'est une autre histoire. Un petit détail qui est sympa par contre, ils ont pensé à mettre dans le carénage avant à côté du compteur une prise USB. Donc ça c'est vraiment pas mal si vous avez votre smartphone ou un GPS à alimenter. Donc finalement, que retenir de cette Malaguti Dune X125? Déjà c'est une des dernières représentantes de la catégorie trail en 125. Et ça c'est quand même un peu dommage, hein, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois que la plupart des marques japonaises aient complètement oublié ce segment. Ça laisse la place aux Chinois et aux autres marques comme aujourd'hui avec ce modèle. Vous l'aurez compris, moi le plus gros défaut c'est le moteur. Il n'est pas mauvais ce moteur, mais il n'est pas adapté pour l'utilisation qu'on a envie de faire avec une 125 de ce genre. J'aurais préféré qu'ils mettent peut-être un moteur avec 2-3 chevaux de moins, mais un peu plus de coffre à bas régime. Sinon, en termes de fiabilité, il semblerait qu'il n'y ait pas réellement de problème sur ce genre de machine. Comme je vous l'ai dit, à la base, c'est un moteur conçu par Piaggio dans leur usine chinoise. L'entretien ne coûte pas forcément très cher. Et vu que c'est une moto assez peu connue, donc assez peu volée, l'assurance n'est elle aussi pas très chère. Le dernier point qu'on n'a pas encore abordé, c'est bien sûr le tarif. Alors il faut savoir que cette moto est en vente depuis maintenant 3-4 ans, peut-être même un peu plus. Voilà, peut-être plus 6-7 ans en fait. Et au fil du temps, donc, elle a évolué jusqu'à la norme Euro 5. Il faut savoir qu'avec la norme Euro 5, elle a perdu un petit peu en puissance. Là, on est sur une des dernières qui fait encore 15 chevaux. Et cette moto, actuellement,
est vendue 4000 € neuve. Ce qui n'est pas donné non plus, hein. Je sais que le prix au fil des années n'a pas arrêté d'augmenter, comme sur quasiment toutes les motos. Mais 4000 € neuf, c'est pas donné. Mais il semblerait par contre que maintenant elle est l'ABS d'origine. Enfin voilà les amis, globalement tout ce que je peux vous dire sur cette Malaguti Dune X. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez déjà testé cette machine ou un de ses dérivés, comme par exemple la Derby Terra, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je tiens encore à remercier mon abonné qui n'a pas hésité à faire énormément de route pour me ramener cette machine, alors que la météo est encore très incertaine actuellement. Merci à lui. Je tiens d'ailleurs à repréciser que sur ma chaîne, l'ensemble des tests sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je rappelle que le lieu de tournage se trouve en Normandie, assez proche de Rouen. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner. Enfin, vous connaissez la procédure. Je vous remercie encore. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Vous pouvez voir que la moto est équipée d'origine aussi d'une béquille centrale. Ça c'est vraiment rare maintenant sur les 125.